Bonjour à tous, on se retrouve rapidement dans cette vidéo qui va durer 5 à 10 minutes pour vous expliquer, comme je vous l'avais dit en cours, les différences entre les Girondins, les Montagnards et la Plaine. Donc, quelque part, la droite, la gauche et le centre, si on caricature quelque peu. On va s'appuyer pour cela sur les travaux de Dominique Chahuan. Le diaporama que je vais vous montrer n'est pas de moi, mais d'un professeur d'université, notamment à Reims, enseignant-chercheur en histoire-géographie et en histoire contemporaine. Et donc, vous allez voir que les notions de gauche, de droite et de centre ont largement évolué au fil du temps, et notamment tout au long du siècle qui va nous intéresser durant l'année, à savoir le 19e siècle, puisque déjà, lors de la Révolution, ces notions de Girondins, de montagnards et de plaine sont à expliquer, ils ne sont pas forcément extrêmement simples à assimiler. Donc on va essayer de remonter un peu là-dessus, de travailler là-dessus, donc je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo, et j'espère qu'elle vous aidera à mieux comprendre ce qu'étaient les Girondins, ce qu'étaient les montagnards, et ce qu'était la plaine. Alors, commençons tout d'abord avec ce document que vous avez vu durant notre cours, un document donc sur la montagne, la plaine et la Gironde. Donc on voit que dans l'hémicycle de l'époque, on a 260 députés montagnards, 160 députés girondins et 329 députés de la plaine. Alors, concrètement, quand on parle de montagnards et de Gironde et de plaine, c'est notamment pour les années 1792 à 1794, donc ça va englober ce que nous allons voir dans les prochains cours, à savoir la terreur que l'on associe de manière assez simpliste à Robespierre. Il n'était pas le seul, mais effectivement Robespierre, Maximilien de Robespierre, est un des personnages importants de cette période appelée la période de la terreur. Si on regarde côté montagnard, les figures principales, Danton, Robespierre, Marat, Saint-Just, ce sont, pour faire très simple, ceux qui ont souhaité, à l'hiver 1792, tuer le roi. Ils ont largement voté pour la mort du roi. Si on les appelle les montagnards, c'est parce que dans l'hémicycle, ils se plaçaient en haut des gradins, encore une fois dans la moitié gauche de l'hémicycle, mais du coup en haut des gradins, donc on les a appelés la montagne. Les clubs politiques proches sont les Jacobins et les Cordeliers, mais on verra que les Girondins sont issus pour un grand nombre du club des Jacobins, eux aussi, au tout départ. On a ici un point de consensus. Les montagnards, comme les Girondins, comme la Plaine, sont tous pour l'héritage de 1789. Ils sont tous favorables à l'abolition des privilèges, tous favorables à la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens du 26 août 1789, et tous pour donner un pouvoir plus important à la nation, donc une souveraineté nationale qui se substitue à la souveraineté royale. Après, des divergences vont se faire jour, on va y revenir, mais du coup, notez déjà une chose, les montagnards, les membres de la plaine et les girondins sont, pour chacun de ces groupes, des patriotes favorables à la révolution, favorables à l'émergence de la nation comme acteur politique. Si on prend la plaine, on va retrouver des gens qui, pour l'essentiel, vont survivre à la terreur, notamment l'abbé Sieyès, abbé Sieyès qu'on reverra en tant que président du Sénat sous Napoléon, ou alors Cambacérès qu'on reverra également au moment du consulat. Ces gens sont plutôt des modérés et ils se situent en bas et au centre de l'hémicycle, d'où le nom de plaine. Et c'est un groupe assez hétérogène, hein. Certains vont parfois soutenir les Girondins et parfois ils vont soutenir les Montagnards. C'est un groupe assez hétérogène ici. Concernant les Girondins, on va voir des gens qui vont mourir assez rapidement sous la terreur, notamment Brissot, qui est peut-être le chef de ce parti girondin. D'ailleurs, à l'époque, il ne parle pas de Girondins, il parle davantage de Brissotins. Des gens comme Vergniaud, des gens comme Roland, ministre Roland, ou Condorcet, hein, qui, rappelez-vous, dans la vidéo que nous avons vue la semaine passée, Condorcet condamne la peine de mort. Il dit la peine de mort est contraire à mes principes, je ne la voterai jamais. Donc vous avez une partie de ces Girondins qui vont voter contre la mort du roi, mais une partie également qui va voter pour la mort du roi. C'est pas si net que ça.
On vous met en bas plutôt opposé à la mort du roi, oui, dans l'ensemble, mais vous avez des Girondins qui vont voter pour la mort du roi. On les appelle les Girondins parce que une partie des députés qui sont dans cette Gironde viennent effectivement du département de la Gironde, et donc c'est notamment Vergniaud hein, qui est lui pour le coup député de la Gironde. Ces Girondins, lorsqu'ils sont venus à Paris, ils se sont développés, hein, ils ont agrégé autour d'eux un certain nombre de personnes qui ne viennent pas forcément de Gironde. Hein. Par exemple, Brissot ne vient pas de Gironde, notamment. Et donc, ces Girondins, c'est un groupe qui est plutôt modéré au moment où on en parle, et avec un soutien au libéralisme économique, là où les montagnards veulent davantage taxer l'économie. Quand je dis taxer, c'est encadrer les prix pour que les sans-culottes puissent avoir davantage de nourriture. Alors, comme évoqué juste avant, en 1789, on a une opposition entre ceux qui veulent du changement et ceux qui veulent garder la même situation. D'un côté, les patriotes, de l'autre, les aristocrates. Effectivement, les patriotes sont ceux qui vont demander dès le mois de mai-juin le doublement du tiers et le vote par tête, hein, qui va leur être d'ailleurs refusé, rappelez-vous, qui va conduire au serment du jeu de paume. Ils sont plutôt opposés au droit de veto du roi et pour la déclaration des droits de l'homme et des citoyens du 26 août 1789. On va y retrouver Brissot, Robespierre, Danton, Lafayette, Barnave, Bailly. Donc à la fois ce qu'on appelle les Girondins par après, ce qu'on appelle les montagnards, ce qu'on appelle les feuillants. Et en fait, ces patriotes sont tous rassemblés, hein, ils sont baignés par l'esprit des Lumières et favorables à la Révolution. De l'autre côté, les aristocrates. Ils sont favorables au droit de veto du roi, ils sont plutôt opposés à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La cocarde, c'est la cocarde blanche et non pas la cocarde tricolore. Et pour eux, le droit divin s'oppose aux Lumières, la monarchie est de droit divin, on a un roi qui doit être un roi absolu et non pas un roi constitutionnel. Ce sont des réactionnaires, ils prônent la contre-révolution et une partie d'entre eux vont émigrer, ils vont s'enfuir, ils vont quitter la France. C'est notamment le cas des deux frères du roi, les futurs rois Louis XVIII et Charles X, pour leur comte de Provence et comte d'Artois. Si on avance un peu plus loin, on arrive donc en 1791. 1791, c'est le moment d'une première rupture avec la fuite du roi à Varennes. Souvenez-vous, je vous avais raconté que certains étaient totalement décidés à évoquer l'enlèvement du roi, un roi qui n'était pas responsable, n'avait pas envie de quitter le pays et qui a été enlevé. Ceux qui vont défendre ces prises de position sont les feuillants. Donc Lafayette est proche de ce mouvement feuillant, c'est le cas de Barnave, c'est le cas de Bailly, c'est également le cas de Duport ou alors le cas de Lameth. Tous ces gens-là sont les feuillants. Les feuillants, c'est le nom d'un couvent, donc un couvent qu'on va trouver à Paris, le couvent des feuillants. Et les feuillants, au départ, ils sont avec les jacobins. Tout le monde est rassemblé, dites-vous, tout le monde, tous les patriotes, du moins une bonne partie, sont rassemblés au couvent des jacobins. Les plus radicaux sont rassemblés de l'autre côté au couvent des Cordeliers, et les feuillants sont donc des jacobins au départ, et en 1791, il y a une séparation, il va y avoir une division entre les feuillants d'un côté et les jacobins de l'autre. Robespierre, Brissot, donc les montagnards, les Girondins restent chez les jacobins, et les feuillants, ça va être Lafayette, Barnave, Bailly, tous ceux qui vont en fait défendre l'idée que la monarchie parlementaire doit demeurer, même si le roi s'est enfui, il ne faut surtout pas aller vers une république. Le mot république, très peu y sont favorables en 1791, du moins après la fuite du roi, très peu y sont favorables officiellement. Ceux qui vont être favorables à la République, on les trouve davantage chez les Cordeliers que chez les Jacobins. Donc ce qui est écrit hein, en vert, partisan d'une République démocratique, Danton, Robespierre, Brissot, c'est plus ou moins le cas. On va voir que les Girondins à l'époque, notamment Pétion, sont davantage favorables à la République, mais les montagnards, ils sont assez peu favorables. Il y a toujours une méfiance par rapport aux instincts populaires, et cette méfiance fait que une bonne partie des Jacobins ne sont pas forcément favorables à la République, mais ils sont bien forcés de constater que la fuite du roi pose un problème. Ils ne sont plus non plus favorables à cette monarchie constitutionnelle, et donc ils sont un peu embêtés à ce moment-là. De l'autre côté, vous avez
ceux qui vont donc défendre le roi, et donc notamment Barnave, Lameth et Duport, hein, qui ont largement contribué à la réalisation de la Constitution de 1791. Et donc cette Constitution où le roi a un droit de veto, ils vont faire en sorte de remettre en selle le roi à ce moment-là. C'est la première droite de situation, on vous dit ici, effectivement l'idée d'une monarchie constitutionnelle qui doit clôturer et terminer la Révolution. La Révolution doit s'arrêter en 1791. Ce n'est pas le cas, et on arrive en 1792 avec la prise des Tuileries, le 10 août 1792, et c'est là qu'on va avoir réellement une séparation entre ce qu'on appelle les Girondins, plutôt les Brissotins à l'époque, et les Montagnards. Les Montagnards vont commencer à s'opposer aux ennemis de la patrie. Rappelez-vous Marat qui demande l'appel nominal, hein, pour démasquer les traîtres. Et cette rhétorique des traîtres à la patrie, ça va être la rhétorique quelque part de la terreur. Et là, vous avez tout un groupe, les Montagnards, Robespierre, Danton, Desmoulins, Saint-Just, Hébert. Certains finiront par suivre le courant robespierriste, d'autres, comme Danton et Desmoulins, vont être appelés par la suite les indulgents, parce qu'ils vont souhaiter moins de terreur, tandis que d'autres, comme Hébert, vont être parmi les enragés, les exagérés, ceux qui veulent davantage de terreur. Et en fait, vous allez avoir au final, hein, la mort de quasiment tous ces noms-là, puisque les proches de Robespierre vont disparaître donc en juillet 1794, et un peu plus tôt dans l'année, vous allez avoir, je crois, au mois de mars, au mois d'avril, plutôt, la disparition de Desmoulins, de Danton, de Hébert, par exemple. Les Brissotins ou Girondins vont disparaître avant. Donc Brissot, Roland, Vergniaud, ils vont être guillotinés à la fin de l'année 1793. Alors on les accuse d'être contre le peuple, d'être plutôt favorable à ceux qui gardent des denrées pour les vendre plus cher. Donc on les accuse d'être des décentralisateurs. Alors c'est en partie vrai, hein, moins de pouvoir à Paris, parce qu'à Paris c'est là où il y a les sans-culottes, et donc il y a effectivement l'idée de donner moins de poids aux sans-culottes, qui sont les révolutionnaires les plus engagés au sein du peuple. Et donc ces Girondins vont être exécutés à l'hiver 1793. Et enfin, vous avez la plaine, hein, le Marais, donc je vous ai dit, hein, Cambacérès, l'abbé Grégoire, Sieyès, Boissy d'Anglas, que des gens qui, eux, vont survivre à la Révolution. Hein. Ils sont tantôt côté Girondin, tantôt côté Montagnard. Retenez cette phrase peut-être de l'abbé Sieyès, hein, qui, quand on lui demande ce qu'il a fait durant la Terreur, il répond « J'ai su garder la tête sur les épaules ». Sieyès, on le reverra notamment au moment du consulat et de l'Empire. Ensuite, cette république qui se met en place, donc elle a aussi des ennemis. Ces ennemis, ça va être les Chouans, les Vendéens, hein, qui vont se rebeller. Donc on est en Bretagne, dans le Bas-Poitou, dans l'Ouest français, on va avoir beaucoup de monarchistes. Ça, ce sont des ennemis intérieurs de la Révolution. Et de la même façon, on va avoir des républicains qui, eux, défendent le drapeau tricolore face à ces blancs qui, eux, défendent le drapeau blanc et sont partisans d'un retour de la monarchie, partisans des frères du roi, donc ceux qu'on reverra régner par la suite, hein, donc Louis XVIII et Charles X. Si on regarde la première république de 94 à 99, donc cette première république, on va avoir ceux qui vont exécuter les robespierristes, hein, puisque Thermidor, c'est là où Robespierre et ses proches, comme Saint-Just, se font exécuter. Et le Directoire, on a un régime qui va être un régime modéré, bourgeois, très bourgeois. Vous allez avoir à la marge des gens qui vont réclamer plus d'égalité. C'est le cas de Gracchus Babeuf, hein. Ça fait référence au frère Gracque de l'Antiquité. Gracchus Babeuf, donc François Babeuf de son vrai nom, lui, on est sur peut-être un ancêtre très lointain du communisme, si on fait ça vraiment à grands traits. Et il écrit notamment en 1796 La conspiration des égaux. L'objectif, c'est d'établir une égalité en termes des biens. Après, vous avez à gauche les Jacobins, favorables au suffrage universel, et donc qui veulent effectivement un suffrage universel qui, à l'époque encore, exclut les femmes, hein, mais de toute façon, ce sera le cas tout au long du XIXe siècle. Au centre, les Thermidoriens, donc Fouché, Barras, Tallien, Boissy d'Anglas. Ce qui est intéressant, c'est que des gens comme Tallien et Barras étaient assez proches de Robespierre.
avant de tout lui mettre sur le dos, hein. La terreur, c'est Robespierre, sauf que certains en ont profité également, et au final, ils se sont dédouanés en faisant exécuter Robespierre. Et donc ici, eux sont favorables à un suffrage censitaire, hein, ce sont des libéraux. L'idée, c'est de ne pas donner le pouvoir à n'importe qui. Et enfin, à droite, vous avez les royalistes qui, eux, veulent rétablir la royauté. Et donc ce directoire qui dure de 1795 à 1799, il va perdurer grâce à des coups d'État successifs, hein. Un coup, on fait un coup d'État pour museler les Jacobins, un coup, on fait un coup d'État pour museler les royalistes, etc., jusqu'au coup d'État qui mettra fin au directoire en 1799 avec Napoléon Bonaparte. Je passe Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte, vous avez un régime où Napoléon a énormément de pouvoir, que ce soit sous le consulat ou bien sûr sous l'Empire, à tel point que lors de la constitution du consulat, on demande qu'est-ce qu'il y a dans la constitution. Les gens répondent, il y a Bonaparte, puisqu'il est le premier consul, celui qui a en fait l'essentiel des pouvoirs. Et si on clôture cette révolution et on s'arrêtera ici avec la Restauration, après Napoléon, une restauration monarchique, les frères du roi vont régner, Louis XVIII de 1814 à 1815, puis de 1815 à 1824. Effectivement, il y a l'épisode des 100 jours et le retour de Napoléon qui va le faire repartir en exil, ce Louis XVIII, celui qu'on appelait le roi fauteuil en raison de son obésité, vous le verrez. Et Charles X va être roi de France de 1824 à 1830 avec une idée effectivement assez à droite toute, puisqu'on parle des ultras, hein, les ultras, l'idée de remettre Charles X, remettre le sacre, remettre des manifestations qui n'avaient plus lieu d'être à l'époque, effectivement un roi qui veut se réaffirmer comme un monarque presque absolu. Donc d'un côté, à gauche, vous avez les libéraux sous la restauration monarchique. Les libéraux, ce sont ceux qui veulent une monarchie constitutionnelle avec du suffrage censitaire. Les constitutionnels qui sont eux satisfaits par les garanties de la charte, c'est-à-dire que la charte octroyée aux Français par Louis XVIII leur va très bien, mais il y a moins de liberté, ils sont à la recherche de moins de liberté que les libéraux. Et enfin les ultras qui eux sont hostiles à l'idée des Lumières, et puis ils sont plus royalistes que le roi, c'est-à-dire que l'idée c'est de revenir à une monarchie absolue, la révolution n'ayant jamais eu lieu. Voilà pour ce petit passage en revue des clivages gauche-droite durant la Révolution. Si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à me poser des questions en cours, je reviendrai dessus avec vous. Et l'idée, c'est de vous éclairer au mieux à ce propos.